Je vais donc vous parler des paralysies du 4 chez l'enfant. Comment est-ce qu'on fait passer le... Alors attends, ça marche comment? Là. Voilà. Merci. Donc, la paralysie du 4, qu'on appelle aussi paralysie de l'oblique supérieur, est un motif fréquent de consultation en strabologie. C'est la cause la plus fréquente de strabisme vertical. Il s'agit d'une élévation qui augmente en adduction et la tête penchée du côté atteint et qui diminue du côté sain, avec une manœuvre spécifique, la manœuvre de Wilczewski, qui est positive. Cette paralysie passe souvent inaperçue, sa symptomatologie est variable et elle se dévoile parfois tardivement au cours de la vie. Alors, en ce qui concerne les paralysies 4 acquises, elles surviennent en général dans un contexte neurologique, dans le cadre d'un traumatisme crânien. Le diagnostic ne pose pas de problème particulier. La difficulté étant de dépister les paralysies bilatérales. En ce qui concerne les paralysies congénitales, qui sont les plus fréquentes, elles sont en rapport avec une agénésie du nerf 4. Ça a été mis en évidence il y a une dizaine d'années par des études IRM. Lorsque le nerf 4 est présent, on a toujours des anomalies du tendon, soit des anomalies d'insertion, soit une absence de tendon. Où est-ce qu'on est? Ah voilà. Alors, quelle est la fonction de ce muscle oblique supérieur? Trois fonctions. Tout d'abord, l'incyclotorsion, l'abaissement et l'abduction. Son champ d'action est l'adduction inférieure, ce qui explique que les troubles seront ressentis essentiellement dans le champ inférieur. Donc, une paralysie de l'oblique supérieur va entraîner une excyclotorsion, une hypertrophie et une convergence dans le regard vers le bas. Alors, quels sont les motifs de consultation d'une paralysie du 4 chez l'enfant? Premier motif de consultation, les parents remarquent un torticolis. Très souvent, l'enfant a eu des séances de kiné, d'ostéopathie qui n'ont rien donné. Parfois, les parents remarquent une hypertrophie de l'œil en adduction, et ce sont les motifs de consultation les plus fréquents. Mais parfois, il s'agit de troubles asténopiques peu spécifiques. Et dans ce cas particulier, je ne sais pas si la vidéo va passer. Normalement, elle devrait passer. Non. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne passe pas. Vous arrivez à faire passer la vidéo? Non. Bon. Dans le cas précédent, c'était un enfant qui présentait des clignements oculaires. L'examen paraissait normal et en réalité, c'était paralysie du 4. Est-ce que vous arrivez à faire passer la vidéo là? Non. Bon. Écoutez, je suis désolée. Donc qu'est-ce qu'on remarque à l'examen? On remarque une déviation verticale qu'on met en évidence par un covertaste alterné. Par cette manœuvre de Wilczewski qui est spécifique, on incline la tête du côté atteint et l'hypertrophie devient davantage visible. Ce signe est variable car il est souvent masqué par une forte amplitude de fusion dans ces paralysies congénitales. Je suis navrée pour la vidéo. En ce qui concerne l'excyclotorsion, elle n'est pas ressentie dans les paralysies congénitales, mais elle est immédiatement présente dans les paralysies acquises. Par contre, une excyclotorsion objective peut se voir à l'examen du fond d'œil et surtout à l'examen OCT qui est très facilement réalisable, même chez des très jeunes enfants vers l'âge de 2 ans et demi. Je suis désolée, les photos se sont inversées, je ne sais pas pourquoi. On voit une bascule de la ligne interpapillo-maculaire vers le bas. Ce défaut.
Alors, en ce qui concerne la diplopie, dans une paralysie congénitale, l'enfant ne ressent pas de diplopie. On a une adaptation sensorielle, tout d'abord une bonne neutralisation, une fusion motrice qui, par le torticolis, permet d'éviter les signes asténopiques, et puis surtout une amplitude de fusion sensorielle importante. Ce n'est pas le cas dans les paralysies acquises où la diplopie, donc verticale et torsionnelle, ressentie de façon oblique par les patients, apparaît de façon immédiate. Alors donc, en ce qui concerne les paralysies acquises, contrairement aux paralysies congénitales, une imagerie est nécessaire. Ces paralysies acquises sont ressenties de manière bruyante. Tout d'abord, l'excyclotorsion, cette diplopie oblique, la limitation de l'abaissement du regard. Cette paralysie est incomitante, elle est beaucoup plus importante dans le regard vers le bas. Et le torticolis est adopté de façon consciente pour éviter la diplopie. Alors, comment traiter une paralysie du cadre ? Alors, que faire dans une paralysie congénitale ? Eh bien, tout d'abord, on a très souvent un strabisme associé. Et le premier traitement est celui de l'amblyopie qui est associé, comme vous l'a dit Daniel Denier, dans un strabisme. On a très souvent une amblyopie. Il faut rééduquer cette amblyopie, donner la correction optique totale sous cycloplégie. La rééducation orthoptique ou orthopédique n'a pas d'intérêt. De même que la prismation a rarement un intérêt, sauf chez des très exceptionnels cas d'enfants qui présentent une diplopie. Alors la paralysie du cadre n'entraîne pas en soi une amblyopie, c'est le strabisme associé. Alors, que faire lorsqu'il s'agit d'une paralysie du cadre décompensée, c'est-à-dire lorsqu'on a un torticolis important, une hypertropie, des signes asténopiques, lorsqu'on risque de perdre sa vision stéréoscopique. La plupart des auteurs réalisent un recul de l'oblique inférieur. C'est le geste le plus souvent réalisé dans une paralysie congénitale du cadre. Certains préfèrent renforcer l'oblique supérieur paralysé. Alors, quel est le but de la chirurgie ? Eh bien, tout d'abord, traiter le torticolis. Donc, redresser la tête, éviter les troubles de la statique vertébrale, éviter les conséquences à long terme d'un torticolis négligé qui peuvent être très importantes, avec des troubles de l'articulé dentaire, notamment au niveau de la statique du rachis cervical et dorsal, traiter la déviation et éviter la perte de la vision binoculaire, donc le but de la chirurgie. Que faire dans une paralysie acquise ? Tout d'abord, savoir attendre, ne pas opérer avant moins de 12 mois. On pratique en général un renforcement de l'oblique supérieur, qu'il soit partiel ou total, ou bilatéral, selon que la paralysie est bilatérale. Et lorsqu'il existe une déviation verticale persistante, on peut agir sur un muscle droit vertical. Alors, quel est le pronostic ? Excusez-moi, mais on prend beaucoup de retard pour les communications suivantes. Merci beaucoup. C'est gentil. Quel est le pronostic des paralysies du 4 des paralysies du 4 opérées, bien globalement excellent, en général avec une intervention, parfois est amené. En général, on fait un recul de l'oblique inférieur dans les paralysies congénitales, et lorsque c'est insuffisant, on peut être amené à opérer un muscle, mais un taux de succès très important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc on a du retard pour les communications. Normalement c'est 6 minutes, donc par respect pour les gens qui suivent. Donc